Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la Tribune des Pirates. Nous recevons aujourd'hui Aïssam Atiahia de Nawa Édition. Assalamu alaikum Aïssam. Alaikum salam, rahmatullah. Alors tu as sorti récemment un ouvrage intitulé Texte politique d'Ibn Taymiyyah, tome 2, La politique religieuse. Peux-tu nous le présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, rapidement, c'est un texte de droit, euh, littéralement de fiqh, et plus spécialement, c'est du fiqh politique. Donc, en arabe, on appelle ça fiqh siyasi. Et donc, on a choisi cet ouvrage pour plusieurs raisons, hein, pour suivre nos problématiques qu'on avait commencé avec Nawa Édition. Sur les textes, la traduction de textes politiques. Et donc ici, c'est un savant syrien assez connu qui fait beaucoup parler de lui, même 700 ans après sa mort, donc Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Et dans ce livre, grosso modo, le shir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de rappeler des règles juridiques, puisque c'est un livre de droit en fait, hein, donc des règles juridiques sur la gouvernance politique. Donc comment gouverner lorsqu'on est un émir, un roi. Donc il va mettre en place, il va regrouper toutes les règles juridiques qui concernent la gouvernance en terre d'islam. D'accord. Donc grosso modo, c'est le thème du livre. Donc en gros tu fais une traduction et tu commentes cette traduction. Ouais, donc on a traduit, et puis ce qui était intéressant, c'était alors, au départ, hein, comme je l'avais souligné, on pensait simplement faire une petite traduction et puis présenter cela. Mais en fait, au final, on s'est aperçu que le texte il était extrêmement important, extrêmement riche, et puis ça soulevait beaucoup de problématiques concernant le politique en islam. Et on s'est intéressé sur son contexte historique, sur son contexte politique. On s'est posé des questions, à savoir pourquoi le cheikh avait écrit cette siyasa. Et on a essayé d'avoir comme à notre habitude, hein, une espèce d'approche pluridisciplinaire. On essaie de vraiment de décortiquer le texte, de voir ses apports, ses points forts, mais aussi ses limites. Ouais. Et on essaie de bien comprendre en quoi c'est un texte politique médiéval qui est important. Et d'ailleurs tellement important qu'aujourd'hui encore il est extrêmement utilisé de part et d'autre. Justement, dans quel contexte historique intervient l'œuvre d'Ibn Taymiyyah? Ben, c'est un contexte assez intéressant parce que on est en le 7e siècle de l'Hégire, c'est le 14e siècle du calendrier chrétien, donc les années 1300, hein, grosso modo, donc 1300 du calendrier chrétien et 700 de l'Hégire. Donc c'est un contexte assez intéressant parce que c'est le début, hein, c'est pour moi en tout cas, c'est le début du Moyen Âge de l'islam. Donc le Moyen Âge de l'islam, si on comprend le Moyen Âge comme la fin d'un âge d'or, ben au XIVe siècle, on est sur les terres musulmanes de manière générale, dans le Dar al-Islam, on entre dans une phase de déclin. Alors 1300, on n'est pas encore dans une situation de déclin total, mais on sent déjà qu'il y a un essoufflement. Alors si je précise vraiment le contexte historique là sur la Siyasa, on est en Égypte et en Syrie. Et à cette époque, c'est les Mamelouks qui gouvernent. Et les Mamelouks c'est un système et un régime assez intéressant parce que les Mamelouks à l'origine ce sont des esclaves, hein, des esclaves qui viennent du Caucase, qui viennent de la Crimée, qui viennent du monde un petit peu turcophone. Donc ils sont pas arabes, ils sont d'origine turque. Ils ont été achetés dans leur jeunesse, et puis ensuite ils sont formés, instruits au Caire. Donc et puis ils sont destinés à devenir une espèce d'élite militaire. Et ça c'est à la fin des Ayyoubides. Et les Ayyoubides, hein, c'est les descendants de Salah ad-Din
de Salah ad-Din Ayyubi, ouais. Donc au final, ils vont prendre le pouvoir, ils vont hériter du pouvoir et ils vont prendre le pouvoir. Donc c'est assez original parce que ce sont des esclaves qui prennent le pouvoir en terre d'islam. Et c'est eux qui vont clôturer la période des croisades. Donc ils vont expulser les croisés, ils vont faire tomber les dernières places fortes en Palestine, notamment Saint-Jean d'Acre, et donc ils vont mettre fin à la menace des croisés, mais aussi ils vont, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont repousser la deuxième grande menace, et puis la principale menace de ce temps, c'est les Mongols. Donc avec la bataille de Ain Jalut, Saif ad-Din Qutuz, Malik Baybar, donc ils jouissent d'un grand prestige militaire parce qu'ils mettent fin d'un côté aux croisades et puis ils sauvent entre guillemets l'islam de la menace mongole. Et donc Ibn Taymiyyah s'adressait à qui exactement? Alors ça c'est toute la question parce que si on en croit Henri Laoust, qui est le premier orientaliste européen, français, à s'être intéressé à la siyasa. Donc si on croit, lui, c'est son approche, il penserait plutôt que Ibn Taymiyyah avait écrit la siyasa pour le sultan des Mamelouks, le sultan Mohammed Nasir ibn Qalaoun. Et en réalité, bon, d'après mes recherches et puis mes déductions historiques avec certaines preuves que j'ai pu trouver chez d'autres lamas. Donc on pense plutôt que c'est Ibn Taymiyyah écrit ça à un émir syrien. En fait, c'était le gouverneur de Damas à l'époque d'Ibn Taymiyyah. Et d'ailleurs, le gouverneur de Damas qui était un ami assez proche de Ibn Taymiyyah, qui s'appelle Akhosh al-Afram al-Mansouri. Donc c'était le gouverneur de Damas à l'époque des invasions mongoles. Et quel était l'objectif d'Ibn Taymiyyah à travers cette siyasa? Alors l'objectif, il est quand on étudie le contexte, on comprend en fait que l'objectif il est extraordinaire parce que en fait il y a deux problèmes. Quand on regarde la société des Mamelouks à l'époque d'Ibn Taymiyyah, il y a deux problèmes. Il y a d'abord un problème intra-Mamelouk, c'est-à-dire que dans leur pratique politique et juridique, on remarque, il y a des indices chez les historiens, qu'il y a une pratique judiciaire qui s'écarte de plus en plus de la charia. C'est-à-dire que les émirs, ils ont des domaines de compétences dans leur juridiction, et parfois ils empiètent sur la charia. C'est-à-dire qu'on a, grosso modo, si je schématise, on a une société mamelouk où il y a deux grandes institutions. Il y a les institutions des émirs et puis celles des juges musulmans, des qadis. Donc les qadis jugent d'après la charia, ils tranchent les litiges entre musulmans, c'est-à-dire les litiges commerciaux, les litiges familiaux, donc le droit classique. Et les émirs, ils ont ce qu'on appelle un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire un pouvoir de sanction et de réglementation ultime. Et ce qu'on remarque à l'époque des Mamelouks, c'est que les émirs commencent pour beaucoup de raisons, hein. Donc je vais pas, c'est assez long d'expliquer, mais en tout cas, leur domaine de compétences s'élargit et ils commencent à faire de l'ombre au Qadi et à la charia donc. Et les émirs, très souvent, ils ont pas été formés pour appliquer la charia. Ils ont pas de connaissances. C'est très souvent, c'est comme je vous l'ai dit, c'est les Mamelouks sont turcophones, sont circassiens, ils viennent de Crimée. Très souvent, même sur leur maîtrise de la langue arabe. Donc les historiens égyptiens, ils le notent dans leur chronique. Hein, ils avaient des fois une très mauvaise maîtrise de la langue arabe. Donc, quoi qu'il en soit, ils empiétaient le domaine de compétence de la charia, et en plus ils appliquaient, ils tranchaient les litiges de manière un peu basée sur leur propre raison, basée sur leur propre
leurs propres sentiments, leurs propres... Et donc, on avait un danger ici, c'est que la siyasa des émirs, c'est-à-dire la siyasa en arabe, c'est la conduite politique, que la conduite des politiques, en fait, elle s'affranchissait de la charia. Et donc, le premier objectif d'Ibn Taymiyyah dans cette épître, hein, qui nomme lui Risala, épître, lettre, le premier objectif, c'est justement que cette siyasa, elle soit indexée à la charia. D'où le titre siyasa sharia. Ça veut dire qu'il faut que la siyasa, la conduite politique des émirs, elle prenne pour source et fondement, elle s'ancre au droit musulman qui est la charia. Et donc ça, c'est le premier problème, qui est interne, qui est vraiment interne à la société mamelouk. Le deuxième problème, c'est que si on regarde d'un point de vue des relations internationales, donc on sait très bien que l'Irak elle est sous domination mongole, et les Mongols, ils se sont ensuite très vite convertis à l'islam, et on sait tous que le problème, c'est qu'ils n'appliquaient pas justement l'ordre juridique politique suprême de l'État mongol, entre guillemets. C'était un code de loi qu'ils avaient hérité de Gengis Khan, et un code de loi qui était protéiforme, qui pouvait avoir des règles chrétiennes, des règles bouddhistes, même des règles qui incorporaient parfois des règles issues de la charia. Donc en fait, c'est un code de loi un petit peu fourre-tout. Il s'appelait comment? Et qui l'Yasak, le Yasak. Et donc Ibn Taymiyyah, on connaît, c'est assez connu, ces fatwas, elles sont vues et revues. Donc Ibn Taymiyyah les condamne justement en disant que puisqu'ils n'appliquent pas un ordre législatif et juridique qui est la charia, même s'ils ne sont pas musulmans, même s'ils prétendent l'être, d'accord. Or, on remarque qu'il y a eu des influences. Et en tout cas, c'est les historiens égyptiens notamment, par exemple chez Al-Maqrizi et puis d'autres, ils disent que les émirs mamelouks étaient influencés par la pratique juridique ou politique des Mongols. Alors ça peut être vrai ou ça peut ne pas être vrai. En tout cas, il y a un moment historique qui est intéressant, parce que on voit bien que la charia, que ce soit d'un point de vue externe ou d'un point de vue interne, elle était un petit peu remise en cause. Soit eux-mêmes dans leur pratique, les émirs ne la pratiquaient pas comme il fallait, soit par ignorance, soit par volonté de s'affranchir tout simplement de la charia et d'impliquer leur propre siyasa, soit les émirs étaient influencés par les Mongols, puisque on sait très bien qu'à cette époque les Mongols ils jouissaient d'un aura extraordinaire, d'une réputation extraordinaire, et comme Ibn Khaldoun dit dans sa Muqaddima, le faible a toujours tendance à imiter le fort. Donc en tout cas, c'est une des raisons qui explique et avec laquelle on pourrait expliquer comment le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a rédigé cet épître pour les émirs mamelouks, en faisant en sorte que leur conduite politique, leur pouvoir décisionnaire, leur pouvoir réglementaire, il s'inspire des règles de la charia. Ce que par exemple Al-Mawardi, un savant shafi'ite, disait regroupé sous le terme de ahkam sultaniya. Donc ahkam sultaniya, fiqh siyasi, ou bien siyasa sharia. Donc quoi qu'il en soit, il fallait que la conduite politique des émirs s'inspire des règles de la charia. Donc en fait, chez Ibn Taymiyyah, on voit bien qu'il y a une espèce de coup double. C'est assez extraordinaire, parce que d'un côté, il condamne l'islam des Mongols, de manière claire, et d'un autre côté, il permet à l'islam des Mamelouks de s'enraciner dans la charia. Donc c'est pour ça que le texte, vraiment, c'est un texte de l'époque, et qui essaie vraiment de colmater les brèches, comme je le dis dans le livre. Il y a des brèches dans la société mamelouk, et donc il essaie de les colmater avec ce traité. Oui, c'est un texte qui est vraiment marquant sur un plan historique, qui aborde beaucoup de thèmes, et comme tu le disais, un double objectif vis-à-vis du pouvoir mamelouk et en opposition aux Mongols.
Alors, quelle place occupent les savants dans les prises de décision politiques, que ce soit à l'époque ou de nos jours? Au fil des siècles, la place des Savants. savants, elle va diminuer, elle va péricliter. Donc, et on sent bien que ça va suivre, ça va être en parallèle du déclin de la civilisation musulmane. Plus on remonte dans le temps, plus on verra que le pouvoir politique, il était extrêmement soucieux d'avoir l'avis des théologiens et de suivre leur avis, même ne serait-ce que symbolique, d'accord? C'est-à-dire de montrer qu'ils étaient honorés, d'accord? Et très rapidement, avec plusieurs causes externes, hein, peut-être la fin du califat, mais aussi des comment dire des mouvements qui sont liés à la société musulmane elle-même. Très vite, on va avoir une perte d'influence. Ça veut dire que ça va se diviser en deux en fait. Il y aura toujours des cadis, hein, ça veut dire des imams qui sont formés au droit musulman, puisque le droit c'est ce qui va englober la société musulmane. Donc on aura toujours besoin de ce type de savants, de ce type de théologiens. Ça veut dire qu'ils sont purement formés à l'institution judiciaire, c'est-à-dire pour pouvoir trancher les litiges commerciaux dans le droit de la famille, dans le droit de l'héritage, etc. Donc on a besoin d'eux. Mais ensuite, si on va un peu plus haut, c'est-à-dire dans les structures de l'État au niveau hiérarchique, on voit bien que le rôle des savants, comme disait Ibn Khaldoun, il devient de plus en plus protocolaire. Ça veut dire qu'ils sont là, juste symboliquement, présents. Et très souvent d'ailleurs, n'ont pas de choix. Ils vont avoir de moins en moins d'influence dans l'orientation politique à l'époque classique. Et justement, aujourd'hui, maintenant, les gouverneurs actuels, quels sont leurs rapports avec les savants? Ben, si on constate que le monde, de manière générale, le monde musulman, il est sécularisé d'un point de vue juridique. Il est sécularisé d'un point de vue juridique, c'est-à-dire que finalement c'est l'État qui a le dernier mot et qui en dernier ressort décide de l'orientation politique, sociale, sociétale et économique. Donc, et on remarque bien que très souvent les ulama, soit ils sont intégrés au sein de certains ministères, d'accord, donc le ministère des Affaires religieuses dans la plupart des pays. Donc, et dans ce sens-là, ils sont intégrés au processus, ils reconnaissent la prégnance de l'État, d'accord, et en quelque sorte, ils reconnaissent que une espèce de division là des compétences, c'est-à-dire que finalement les grandes orientations politiques, c'est l'État et certains ministères qui s'en occupent, et le religieux s'occupe que des affaires religieuses. Ici, en intégrant cette dichotomie laïque. D'accord? C'est-à-dire que les ulama, dans 80% des pays, dans la grande majorité des pays musulmans, d'accord? Il y a quelques pays qui sont un cas spécial, mais c'est pas parce qu'ils sont un cas spécial que fondamentalement les structures vont changer. En tout cas, pour la majorité des pays arabes, ils sont intégrés aux structures institutionnelles de l'État, et ils ont intégré cette dichotomie entre guillemets laïque. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent s'exprimer que sur les affaires purement religieuses. Et très souvent, s'ils émettent des avis sur des orientations purement politiques, d'accord, ils dépassent leur domaine de compétences. Et très souvent, ils peuvent ensuite être mis d'office à la retraite ou bien être écartés, d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment visible à l'heure actuelle. Donc, finalement, les savants qui sont intégrés au sein des structures institutionnelles de l'État, en dépit de ce qu'ils souhaiteraient, ils ne peuvent s'exprimer que sur les affaires religieuses. Ce qu'on voit sur le plan historique, c'est que d'un point de vue institutionnel, la place des savants n'a jamais été, figée. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de règle qui établit que les savants
doivent avoir telle place ou telle place. En fait, ça s'est fait au bon gré du pouvoir à chaque époque, si je comprends bien. Ouais, et en réalité, c'est que c'est chaque État et chaque région avait, on va dire, ses traditions. Mais d'un point de vue, un des problèmes, moi, ce que je remarque d'un point de vue historique, c'est que le, les savants, normalement, le ulama, qui sont d'après certains versets même du Coran et certains même comment dire tafsir de certaines ayats montrent que normalement ils doivent jouir d'un pouvoir, les ulama. Hein, dans un des versets assez célèbres que certains orientalistes appellent le verset du prince, quand Dieu demande aux croyants d'obéir à ceux qui détiennent l'autorité, il y a beaucoup de mufassirin, beaucoup d'exégèses qui disent que ceux qui détiennent l'autorité, ils sont de deux types, et même Ibn Taymiyyah le rappelle. Ce sont les savants et les sultans, c'est-à-dire le pouvoir politique de manière générale et le pouvoir religieux. Mais qu'est-ce qu'on remarque dans la pratique historique, c'est que le pouvoir politique il existe, hein, le pouvoir des rois, le pouvoir des califes, le pouvoir des sultans, des émirs, etc. Mais est-ce qu'il existait véritablement un vrai contre-pouvoir représenté par le lama et qui était capable de comment dire de contrebalancer certaines tendances ou bien de s'imposer d'un point de vue politique? Là, c'était au gré des personnalités. Au gré des personnalités, qu'elles soient théologiens ou qu'elles soient sultans. Ça veut dire que parfois on a des ulamas qui s'imposent face au pouvoir politique. Et cette perte d'influence justement des savants n'est-elle pas le fruit de l'instabilité politique dans le monde musulman? Ce que je veux dire par là, c'est que on le voit qu'à chaque fois il y a des nouveaux califes qui entrent en place, des nouveaux sultans, ils prennent le pouvoir par la force, ils s'imposent. Souvent il y a des dynasties qui se mettent en place, puis il y a une nouvelle dynastie qui prend le pouvoir. N'est-ce pas justement le fruit de cette instabilité? Oui, parce qu'un un des soucis des ulama de tout temps, ça a toujours été de lutter contre le chaos, la fitna, la désunion, la guerre civile. Et ça, c'est quelque chose qui est ancré dans dans le logiciel depuis la grande fitna entre les compagnons qui a été vécu comme une tragédie. Donc il y a toujours eu cette peur et ce souci de préserver l'unité. Donc quand il y a ce souci qui est réel et qui est légitime, et quand il y a ce souci, donc finalement c'est le but qui est poursuivi. Et si c'est le but qui est poursuivi, ça veut dire que finalement tout sera vu à travers ce prisme. Et donc quel est le but principal? Le but principal, c'est la stabilité. Alors, et au final, cette stabilité, on va théoriser sur cette stabilité. On va construire les ulama vont construire des règles juridiques la prise de pouvoir par la force et etc., etc. Tout pour garantir un minimum de stabilité, parce que le chaos, hein, dans le chaos, c'est vraiment la chose qui est la plus à craindre. Mais et c'est paradoxal parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, c'est un signal qui est lancé en disant que bah finalement, la personne qui prend le pouvoir, à partir du moment où elle prend le pouvoir, eh ben elle est légitime. Parce que même si c'est pas dit textuellement comme cela, mais c'est ce qui est, c'est au final, c'est ce qui ressort dans la pratique politique et dans l'histoire. Et donc c'est quelque chose qui paradoxalement va théoriser la loi du plus fort. Et ça, c'est un signal qui va être donné, c'est-à-dire que peu importe la légitimité ou la légalité, l'important c'est que je m'impose politiquement. Et donc finalement, on voit bien que comment dire, que ça va nourrir justement l'instabilité. Ce qui était précédemment vu comme volonté de garantir la stabilité, hein,
c'est-à-dire d'essayer de se concilier le pouvoir, de théoriser sur les coups de force, etc. Et ben finalement, ça c'était pour garantir la stabilité. Ben finalement, c'est ce qui va garantir l'instabilité, parce que n'importe qui fait cette équation toute simple. Hein. Si j'ai la force, je prends le pouvoir, je deviens légitime. Et c'est pour ça que par exemple, je fais la comparaison entre les Mamelouks, la période Mamelouk. On a eu à peu près sur 200 ans, on a eu à peu près 50 sultans Mamelouks. 50 sultans Mamelouks sur 200 ans. À la même période, je crois qu'on en a une dizaine. À la même période, on en a une dizaine en France et en Angleterre. Alors que il y avait des outils qui existaient dans la pratique des premiers califes, qui justement, s'ils avaient été ces outils-là, s'ils avaient été développés, eh ben ils nous auront amené à une espèce d'institutionnalisation et de pratique politique beaucoup plus réglementée, d'accord, et beaucoup plus apaisée. Et quels sont ces outils justement? Alors, j'ai pris un exemple dans mon commentaire, c'est le tirage au sort, par exemple. Le tirage au sort, c'est un outil qui peut se révéler extraordinaire d'un point de vue politique. Et c'est quelque chose qui existe et qui n'a pas été développé à sa juste mesure. Et ça, c'est assez dommage parce que ça aurait pu, c'est une pratique qui aurait pu éliminer et écarter beaucoup de problèmes qui par la suite ont généré des situations encore plus dramatiques. Mais le tirage au sort, d'un point de vue politique, ça aurait pu être une modalité justement pour avec des conditions, hein, parce que le tirage au sort, il faut vraiment savoir de quoi on parle. Le tirage au sort en tant que outil, hein, outil de sélection, outil de choix, ça peut avoir des modes d'utilisation extrêmement bénéfiques et qui apportent plus d'avantages que de désagréments. Et on sait que, par exemple, si on peut faire le parallèle, et je le fais le parallèle un petit peu, on sait que le tirage au sort, il était utilisé chez les Athéniens, qui sont les inventeurs de la démocratie. Donc ils utilisaient le tirage au sort dans leur système. Donc c'était une utilisation qui n'était pas démocratique dans notre définition de la démocratie, parce que la démocratie athénienne et notre démocratie c'est totalement différent. Mais quoi qu'il en soit, il y avait une utilisation qui était extrêmement intelligente. Et ce que je veux dire par là, c'est cet exemple, ça montre que politiquement, le tirage au sort, il a son intérêt. Et c'est pas une utopie, c'est quelque chose qui existe. Et les ulama en ont parlé, Ibn Taymiyyah en parle dans la CSA. On sait que le tirage au sort, ça pouvait être utilisé d'un point de vue juridique à l'époque du prophète. On sait que sallallahu alayhi wa sallam, on sait que ça a pu avoir des utilisations extrêmement intéressantes, mais malheureusement, encore une fois, le tirage au sort, il ne s'est pas développé. Et c'est dommage parce que le tirage au sort, il fait débat dans certains cercles aujourd'hui dans l'Europe occidentale. Et comme je l'ai dit dans le livre, c'est sûr, et il est fort à parier que lorsque les Occidentaux commenceront à prendre au sérieux le tirage au sort, les musulmans vont se rendre compte, mais nous aussi on a le tirage au sort. Et c'est malheureux parce que on est dans cette optique de suivre en fait, de mimétisme, alors que nous avons des outils dans notre propre tradition, dans notre propre tradition politique. Mais si je comprends bien, plus il y aura de mondialisation, plus la sécularisation va se mettre en place.
c'est une course contre la montre. Donc pour c'est une course contre la montre et nos opposants ils le savent très bien. Donc aujourd'hui, plus les populations musulmanes elles seront imbriquées dans la mondialisation occidentale, hein, c'est-à-dire les codes, les valeurs, les croyances, elles seront de manière générale influencées elles seront définies, compris, vues sur le logiciel occidental. Ouais, parce qu'on parle toujours de mondialisation, mais il faudrait plutôt utiliser le terme occidentalisation. Parce que ouais, ça c'est l'Occident qui s'impose au monde. Exactement. Je pense pas que la culture des Indiens d'Amazonie va se mélanger avec la culture, je sais pas moi, du New-Yorkais. Donc c'est bien. Il y a des cultures qui vont disparaître et d'autres qui vont être des cultures de référence. Ouais. Moi, je pense que sur le point du pouvoir politique, on a tout abordé. Il y a deux petites questions concernant donc quel est le rôle des islamologues en Occident entre hier et aujourd'hui. Le rôle des islamologues entre hier et aujourd'hui, alors déjà, il a changé. On remarque que le nom il a changé. Si on prend pendant la période coloniale, au début du 19e siècle jusqu'à la moitié du 20e siècle, on les appelait orientalistes. Orientalistes, pourquoi ? Parce qu'ils étaient spécialisés dans les études orientales, les situations de l'Orient. Et aujourd'hui, leur nom a changé, c'est islamologue. Même s'ils sont sincères, même s'ils sont vraiment, ils ont une démarche purement scientifique et éloignée des considérations politiques ou bien des résultats politiques ou bien de l'exploitation politique de leurs résultats, eh ben, il n'y a pas de neutralité en réalité. Il n'y a pas de neutralité, puisque ça, c'est quelque chose qui est fondamental et il n'y a pas de neutralité, ça c'est un sociologue allemand qui en parlait, Max Weber, la neutralité axiologique, elle n'existe pas. Donc il y a toujours quelque chose qui se produit. Et ça il faut toujours l'avoir à l'esprit. Maintenant, si on regarde l'orientalisme, déjà si je commence par l'orientalisme, au départ ça peut partir. Au départ de la naissance de l'orientalisme, il y avait un attrait pour l'Orient, il y avait un goût pour l'Orient. Mais très souvent, ensuite, lorsque politiquement le monde européen s'est lancé dans la conquête coloniale, l'orientalisme, la majeure partie de l'orientalisme, le but, l'un des grands buts de l'orientalisme, c'est d'étudier pour contrôler, d'étudier pour prévoir, d'étudier pour savoir comment orienter les populations, comment orienter les sociétés coloniales, etc., etc. Et là, maintenant, c'est l'islamologue. Donc, il y a ce versant sociologique, c'est-à-dire on étudie le musulman dans les quartiers, d'accord ? Et dans les quartiers populaires de l'île, etc. Et on essaie de voir quelles sont les pratiques de l'islam, quelles sont les formes de religion, comment ci, comment ça. Pourquoi au final, même si l'islamologue, encore une fois, il peut être extrêmement sincère dans sa démarche, mais le résultat, il peut être directement exploité d'un point de vue politique. Et pour rebondir là-dessus, si j'ai bien compris, Nawa se veut justement en miroir à cela, se souhaite étudier l'Occident à travers une discipline qu'elle a nommée l'occidentologie, si j'ai bien suivi. Ouais, l'occidentologie, c'est un projet assez ambitieux, parce que ce serait, on remarque quand même, pour inverser le rapport dominant-dominé, et nous, on a la chance d'être ici on est occidentaux, on a une part occidentale entre nous, donc on est capable d'avoir à la fois un regard intérieur et un regard extérieur. Extérieur parce que on s'attache à une religion qui originellement elle est étrangère au monde occidental, mais aussi intérieur parce qu'on a une part d'Occident en nous. Et ça c'est assez intéressant parce que si on
ça fait partie, entre guillemets, de la tentative de renverser les cadres de référence et d'essayer de remettre en cause justement certains processus là qui se mettent en place, ne serait-ce que par exemple la mondialisation. Tout à l'heure on a dit que la mondialisation c'était en fait une occidentalisation, mais ça on arrive à le dire parce que on est occidentaux nous-mêmes et on sait qu'en vérité ce qui nous présente comme des valeurs universelles, en vérité ce sont des valeurs occidentales. Donc à partir du moment si on arrive à bien la cerner, on est capable de d'apporter des solutions justement pour contrer les dérives de cette mondialisation, la tentation hégémonique qu'a cette civilisation d'un point de vue universel, d'un point de vue mondial, ici d'imposer de manière générale son ordre à tous. Hein. Et ça c'est une possibilité, c'est un des objectifs, mais c'est très à notre échelle, mais en tout cas on va essayer de mettre en place, déjà de définir ce que c'est l'occidentologie, et on va essayer de travailler là-dessus. Alors, mais c'est pas moi comme je l'ai dit, il faut pas que ça soit une espèce d'orientalisme inversé et de retomber dans les terres de ce qu'ont pu faire les orientalistes et les islamologues, et de le faire nous pour selon notre conception musulmane. Non, c'est vraiment, il faut que ça soit quelque chose de pertinent, cohérent, assez juste, et sans dévier de la ligne qu'on s'est donnée. Bon, c'est un gros projet, définir ce que serait cette occidentologie, et ça nous permettrait aussi encore un petit peu plus de revenir sur ce que c'est l'orientalisme. Et ça c'est des thèmes c'est des sujets qui sont à la mode, hein, parce que depuis le travail fondateur de Edward Said là, de l'orientalisme, il y a toute une nouvelle science qui s'est développée. On appelle ça les études postcoloniales, mais ça reste toujours dans le sillage de ce qui a été fait précédemment. Donc là, nous, ce serait plutôt des études occidentales, hein, dans le sens que nous, on est là pour étudier ce qu'est l'Occident. Et force de constater qu'on remarque qu'il n'y a pas de... C'est bizarre, hein, on remarquera qu'il n'y a pas d'institut, par exemple, musulman, financé par un pays musulman, qui étudie le monde occidental. On verra que toujours tous ces instituts-là, ils existent dans les capitales du monde arabe, Rabat, Alger, Tunis, Le Caire. On a des centres d'études occidentaux et qui sont encore là pour étudier encore les sociétés arabes contemporaines. Mais par contre, je mets au défi quelqu'un de me trouver un centre d'études qui est financé par un pays arabo-musulman et qui est implanté dans une capitale, Londres, qui a pour but d'étudier le monde occidental. Donc ça n'existe pas. Et ça montre encore une fois que le rapport de domination entre il n'a structurellement, il n'a pas changé. D'accord. Donc on a changé les mots, hein, l'orientalisme c'est devenu islamologie, on a changé c'est vraiment une espèce de novlangue orwellienne, hein. Donc la mondialisation, ça fait joli, c'est beau, c'est le monde, mais en fait c'est l'occidentalisation. On dit que des pays sont indépendants, hein, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, indépendants, mais alors qu'en réalité ils poursuivent les politiques coloniales. Ils les poursuivent d'autant plus facilement que pour la population musulmane, ce sont des musulmans qui gouvernent. Ce sont leurs semblables qui gouvernent. Donc ils sont capables de faire des choses que même le colonisateur ne pouvait pas faire. Parce que si le colonisateur les faisait, on lui rejetait tout de suite en tant que colonisateur étranger. Alors là, donc en fait on change, il y a une espèce on change les mots, on change les habits, et mais fondamentalement depuis le 19e siècle, il y a des choses qui restent prégnantes. Et ça c'est justement un de nos buts à nous à notre petite échelle, c'est justement de dévoiler tout ça, de retirer
cette peinture et revenir à la source pour que les gens comprennent bien ce qu'ils ont en face d'eux de manière claire, sans masque. Mm. On va finir sur cette note, donc je te remercie pour cet entretien, Issam, et je rappelle que tu as sorti donc récemment le livre intitulé Texte politique d'Ibn Taymiyyah, tome 2, La politique religieuse. Donc voilà, je te remercie, puis à bientôt sur la Tribune des Pirates. Merci. Salam alaikum. Comme ça.